Consistency is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Alors très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, le consulting c'est quoi? On travaille, c'est un peu un rôle d'assemblage. Vous avez peut-être vu au cours de la journée déjà que Morningstar fait beaucoup de choses. Donc nous on assemble un peu les différentes expertises de Morningstar. On travaille sur la location, sur la sélection, sur la construction de portefeuilles et beaucoup depuis quelques mois sur la thématique du contrôle et de la gestion du risque, qui est chère à mon cœur. Alors pourquoi on se pose cette question sur la démocratisation de la gestion alternative? Vous avez peut-être vu pour certains l'apparition d'un nouveau type de fonds qu'on a appelé pendant un certain temps les fonds UCITS, donc les nouveaux UCITS, qui n'est pas du tout une appellation officielle. Ce sont des fonds UCITS comme les autres, mais qui utilisent des techniques de gestion qui sont héritées de la gestion alternative. C'est de ça dont on va parler. Alors pour en parler, pour essayer de répondre à la question, on va faire un petit panorama de ce qu'on peut voir dans ce type de fonds. C'est une sorte de classe d'actifs qui est naissante. Je vais vous donner quelques petits points, une petite approche un peu pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas très bien la matière, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que c'est que la gestion alternative. Et enfin, j'essaierai de répondre à la question, est-ce que c'est bien que ça se démocratise et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, première chose, il y a un gros problème avec la gestion alternative, c'est qu'on a l'habitude de considérer que c'est un ensemble cohérent et bien défini. Bon, c'est tout le contraire, ce n'est pas cohérent. La gestion alternative, c'est extrêmement diverse et c'est très mal défini. Il n'y a pas une définition sur la gestion alternative. Pendant longtemps, la meilleure définition, c'était les gérants qui prennent 2 et 20 de frais de gestion. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, mais c'était un peu le cas. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. Donc la définition est très compliquée. Pour autant, voilà un peu, nous, notre définition. Donc, ce sont des fonds qui ont un objectif de rendement de performance absolue ou de rendement asymétrique. Je reviendrai sur ce terme très rapidement. L'univers dans la performance absolue entre les fonds de ce qu'on appelait monétaire dynamique, trésorerie longue, c'est un peu compliqué. Ils ont tous bien évidemment un objectif de performance absolue. Il faut que l'objectif de volatilité du fonds soit suffisant pour qu'on puisse considérer que c'est vraiment la gestion alternative. Et enfin, il faut que la gestion, ce soit les techniques de gestion appliquées, soient un petit peu actives ou sophistiquées. Donc si vous achetez une obligation, vous asseyez dessus pendant 10 ans, ça ne marche pas pour être qualifié de gestion alternative. Alors c'est un univers qui grossit énormément. Aujourd'hui, il a atteint à peu près 100 milliards de dollars. Donc ça commence à être significatif. Si on s'était vu il y a 2 ans, le chiffre devait être à peu près divisé par 2 ou 3. Donc vous voyez, c'est vraiment une création très importante. Il y a à peu près la création d'entre 2 et 3 fonds par semaine. Et cette tendance est vraie depuis à peu près 1 ou 2 ans. Donc c'est un univers qui est vraiment en croissance. Et vous verrez qu'il commence à être crédible, au moins en termes de choix. Alors qui sont les gérants qui créent ce type de fonds? En fait, c'est intéressant, c'est vraiment l'illustration de la convergence entre le monde de la gestion traditionnelle. Donc là, vous allez voir des gérants, donc vous connaissez bien le nom, Sycomore, Carmignac, qu'on connaît bien pour leur gestion traditionnelle. Ils ont créé des fonds de gestion alternative. Et puis également, vous avez des noms que vous connaissez peut-être moins. Je pense à Marshall Wace, Brevan Howard, qui sont typiquement des hedge funds. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils n'avaient que des véhicules offshore hedge funds. Et aujourd'hui, ils ont créé une gamme de fonds donc, sous format UCITS. Alors, vous voyez, en fait, ça reste un univers relativement jeune. La taille moyenne des fonds est un peu flatteuse, parce qu'elle est 220 millions de dollars. Mais en réalité, la moyenne, c'est la différence entre la moyenne et la médiane, c'est que parfois vous avez des très très gros qui tirent la moyenne, c'est le cas. Vous avez quelques très très gros fonds. La médiane est plus modeste, puisqu'elle est uniquement de 60 millions de dollars. Donc c'est un univers qui est relativement jeune, qui est en croissance, et qui pour certains fonds, bien sûr, est un univers qui est très récent. Alors, ce point-là est très important. Vous voyez que l'objectif de volatilité de la classe d'actifs, encore une fois, ce n'est pas une classe d'actifs, mais parfois ça m'a échappé, donc vous m'excuserez. La volatilité médiane, cette fois-ci, elle est assez proche de la moyenne, est autour de 5%. Donc clairement, c'est un univers qui est très différent de celui des actions. La volatilité n'a rien à voir. En termes de risque, c'est plutôt un univers qui a un risque qui est comparable à un univers plutôt obligataire. Je fais une toute petite précision. Et malheureusement, je vous expliquerai sans doute pas pourquoi, la volatilité n'est pas toujours le meilleur indicateur de risque pour la gestion alternative. C'est un point qui est important. Il faut sans doute regarder d'autres indicateurs. Certains ont peut-être entendu parler de choses comme le kurtosis, le skewness, etc., qui vous donneront une meilleure appréciation de est-ce que la volatilité est un bon indicateur. Nonobstant, c'est un univers qui a un objectif de performance de fait qui est relativement limité. Je pense que si, sur le moyen long terme, on attend de cet univers à aujourd'hui de l'ordre de 5-6% de rendement par an, je pense que c'est à peu près raisonnable en termes d'objectifs. Il
il y a une disparité qui est réelle, mais globalement, c'est un peu l'objectif de performance moyenne de l'ensemble. Alors, en termes de répartition, certains de ces termes ne vous diront pas grand-chose, je vais en expliciter certains après. Vous voyez que la répartition par stratégie aujourd'hui commence à être assez riche. Alors, il y a des grandes catégories de stratégies dans la gestion alternative. La première, la plus simple, c'est ce qui est appelé ici equity hedge, c'est ce qu'on appelle aussi le long short action. C'est quoi? C'est un gérant qui prend des positions à l'achat, donc qui parie sur la hausse d'un titre, et dans le même temps, qui va prendre des positions à la vente, donc qui va parier sur la baisse d'un titre. Et je vous expliquerai pourquoi c'est très différent, ça peut donner des profils de rendement qui sont très différents d'un gérant action traditionnel. Vous avez la partie en bas à gauche qu'on appelle le global macro. C'est un terme un peu générique qui regroupe l'ensemble des stratégies qui ont vraiment une vision top-down. Donc qui ne regardent pas du tout l'intérêt d'un titre, mais qui regardent les classes d'actifs dans leur ensemble. Et là, pareil, ils vont prendre des positions à l'achat ou à la baisse, et là encore générer des profils de rendement qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, on n'a pas mis les fonds de Carmignac Patrimoine dans cette classification. On considère que ça ne va pas suffisamment loin pour que vraiment on puisse le qualifier de gestion alternative, mais la frontière est très très ténue. Son objectif est clairement un objectif de performance absolue. Il va prendre des positions à l'achat au moins et marginalement à la vente sur certaines classes d'actifs. On est assez proche de la frontière entre la gestion alternative et la gestion traditionnelle. Et puis vous avez d'autres classes d'actifs. La partie relative value, c'est dans l'idée, ce sont des techniques de gestion qui, en principe, éliminent tout biais directionnel de marché. Donc vous prenez des paris dont le sort ne dépendra pas de la direction globale des marchés. Donc c'est pour ça qu'on appelle c'est une valeur relative. Donc on prend des paris sur la valeur relative de deux actifs entre eux, et en principe on se moque de savoir si les deux vont monter ou les deux vont baisser. Ce qui nous intéresse, c'est la relation de l'un par rapport à l'autre. Et c'est une classe d'actifs qui, en règle générale, utilise plutôt des instruments obligataires, et c'est globalement, si vous regardez sur la gauche, c'est une classe d'actifs qui est un peu sous-représentée par rapport à l'univers alternatif global. Donc, en résumé, les deux grandes classes d'actifs dans l'univers alternatif UCITS sont le long short action et la partie global macro. Alors, une petite approche pédagogique. Vous m'excuserez, tous ceux qui connaissent bien m'en excuseront. Le long short action. Pourquoi est-ce que c'est assez particulier? Je vous représente ici l'évolution. Vous avez la courbe noire, qui est l'évolution du stock 50 sur une partie de l'année 2010. Globalement, c'était une phase baissière. Vous avez l'évolution du titre BNP Paribas Natixis. Les deux ont une évolution qui, visuellement, est assez proche de celle de l'Eurostock 50. Donc, globalement, d'ailleurs, vous voyez en bas, en termes de corrélation, ils sont tous les deux très corrélés avec leur indice. La partie bleue représente la différence de performance, l'évolution entre le titre BNP et le titre de Natixis. La vous voyez en revanche, ce qu'on appelle le spread, donc la différence entre les deux titres, elle évolue de manière qui n'a absolument rien à voir avec celle de la direction générale de l'indice. En termes de corrélation, vous voyez que ça a même une corrélation négative. En fait, la possibilité de pouvoir parier sur la hausse d'un titre et sur la baisse d'un titre vous permet en réalité d'essayer de capter, de travailler uniquement sur ce spread entre les deux valeurs, ce que j'appelais la valeur relative. Donc, parce que vous pouvez encore une fois parier sur la baisse d'un titre, vous pouvez essayer de gagner de l'argent juste sur l'écart entre BNP Paribas et Natixis. Et vous voyez, si vous avez raison, vous aurez une performance qui n'aura rien à voir avec la direction des marchés. Et cet écart, il pourrait très bien se passer de la même manière que les deux courbes montent, que les deux courbes baissent, etc. En réalité, ce n'est pas dépendant de la direction des marchés. C'est le gros intérêt de la gestion alternative, et notamment de la gestion action, qui est que pour une partie de sa performance, elle est en principe décorrélée, déconnectée de la direction générale des marchés. Alors en fait, ce n'est pas parfait. La plupart des gérants long-short action conservent un biais directionnel. Donc en règle générale, ils ont une poche acheteuse qui est plus importante que leur poche vendeuse. Donc il y a un biais, ce qu'on appelle l'exposition nette, qui est la position nette entre la position acheteuse et la position vendeuse, et ça donne cette biais, le risque résiduel de variation en fonction de la direction générale des marchés. C'est important à noter. Une autre type de stratégie, excusez-moi, un point très important, je vous dis tout à l'heure, on parle de gestion parfois asymétrique. Un objectif de gestion asymétrique, c'est quoi? C'est l'asymétrie, c'est un comportement à la hausse des marchés qui est différent du comportement dans la baisse des marchés. En théorie, un gérant qui a un objectif de performance asymétrique, il va essayer d'avoir une capture de la hausse des marchés qui sera supérieure de la capture de la baisse des marchés. Et en l'occurrence, quand on prend un indice, alors pour le coup hedge fund, donc pas dans l'univers UCITS, mais en principe c'est comparable, vous voyez depuis relativement longue période, quand on prend les périodes de hausse des marchés actions et les périodes de baisse, vous voyez le pourcentage de la hausse ou de la baisse qu'ont réussi à capturer les gérants long short. Donc vous voyez sur la phase 95-2000 qui était le bull market techno,
les gérants alternatifs ont réussi à capturer 94% de la hausse. Dans la phase de la crise de la bulle techno, ils n'ont perdu que 21% de la baisse. Et donc vous voyez qu'ils ont réussi historiquement à créer cette asymétrie qui font qu'ils gagnent plus en relatif quand ça monte qu'ils ne perdent quand ça baisse. C'est important, la gestion long short action n'est pas une gestion performance absolue. Si on vous le dit la plupart du temps, c'est qu'on vous raconte des histoires. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que vous ne perdiez pas d'argent. Vous perdrez de l'argent probablement et en même temps que les marchés en perdront. Mais en principe, vous en perdrez un peu moins que les marchés. La contrepartie, c'est que vous ne gagnerez sans doute pas autant quand ça monte, mais les proportions devraient être asymétriques encore une fois. Deuxième type de stratégie, je voulais parler des stratégies globales macro. Alors, il y a plusieurs manières d'investir sur des classes d'actifs, ou être long et d'être court. On peut avoir un avis discrétionnaire. Je parlais de Carmignac, c'est le cas. Il a un avis qui est le sien sur est-ce que les actions vont monter, l'or, le pétrole, etc. On peut aussi avoir une approche quantitative. Je vous explique ici de manière extrêmement simpliste, vous m'en pardonnerez, comment on peut construire un petit modèle quantitatif qui parie à la hausse ou à la baisse des marchés. Certains d'entre vous connaissent sans doute le principe des moyennes mobiles. En principe, la moyenne mobile est peut-être un bon signal d'achat ou de vente. Quand le cours d'un titre est supérieur à sa moyenne mobile récente, ça veut dire qu'il y a plutôt sur une tendance haussière et vice-versa. Voilà comme ça fonctionne. Donc vous regardez l'évolution d'un titre, ici c'est le S&P 500, ici c'est la moyenne mobile 24 mois, et suivant que le cours du S&P 500 est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, ce sera un signal de vente ou un signal d'achat. Quand je dis vente, c'est qu'on parie sur la baisse, quand je dis achat, c'est qu'on parie sur la hausse. Si on regarde le track record de ce petit modèle très simple, donc ce sera la courbe en pointillé vert par rapport au bleu qui est la courbe du S&P 500. Vous voyez qu'à un moment, sa performance se déconnecte complètement, et notamment pendant les périodes de crise. Et vous voyez, ça fait un profil de performance, en tout cas, qui n'a rien à voir. Il se trouve que, comme on vient de connaître deux crises assez sévères, la performance absolue est meilleure que celle de l'indice. Je ne pense pas que ce soit une bonne référence, c'est un peu une coïncidence. Mais en tout cas, ce qu'on montre, c'est que vous pouvez avoir un profil de rendement qui est très différent de celui du marché sous-jacent. Vous voyez que c'est imparfait, parce qu'après une hausse qui était très importante pendant la baisse de 2008, en revanche, vous avez perdu parce qu'ils sont restés vendeurs quand les marchés ont repris, donc ils ont perdu une partie de ce qu'ils avaient gagné. Alors en règle générale, les gérants, ils n'utilisent pas qu'une seule stratégie, ce serait trop simple, ils auraient du mal à justifier les 2 et 20, donc au moins ils utilisent deux stratégies. Alors ici, je voulais exprimer un autre. On prend la moyenne mobile 6 mois, globalement. Ce n'est pas tout à fait la moyenne mobile, c'est le principe. C'est si le titre, le cours aujourd'hui est supérieur au cours qui était à 6 mois. C'est une autre méthode de est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière. Je refais exactement mon même modèle. Vous voyez qu'il se comporte de manière à peu près similaire, mais c'est différent. Vous voyez que dans toute la période haussière, avant la bulle techno, en revanche, le modèle aurait très nettement sous-performé son marché. Il l'aurait rattrapé par la suite, et finalement, récemment, il aurait mieux marché. Si on combine les deux modèles, et quand je dis deux modèles, certains gérants ont des centaines de modèles, donc si on combine tous ces modèles, on peut avoir un profil de performance qui est la ligne rouge, qui pour le coup est assez stable. Et en principe, l'agrégation de tous ces modèles fait quelque chose de très décorrélé en principe des marchés sous-jacents, et qui a un comportement qui est plus stable que les marchés sous-jacents. Vous voyez ici, en à peu près 20 minutes de travail, on a créé quelque chose qui visuellement paraît bien. Alors, maintenant que vous savez tout sur les gestions alternatives, on peut regarder un petit peu plus dans le détail. Donc en fait, quand on regarde un peu plus précisément les différentes stratégies, je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles, vous voyez qu'en réalité, la granularité est aujourd'hui assez forte, puisque l'univers, les grandes catégories que je vous montrais tout à l'heure, cachent en réalité des sous-catégories qui sont assez précises. La stratégie dont je viens de vous parler, qui est une sorte de global macro systématique, quantitatif, on appelle ça le CTA, ou les Systematic Futures. Vous voyez ici, ça représente à peu près 6% de l'ensemble des fonds de gestion alternative. Et donc vous avez ici la constellation alternative sous format UCITS. Je vous le montre pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut construire des portefeuilles relativement équilibrés en y rajoutant des ingrédients qui sont assez différents les uns des autres pour avoir une consolidation qui est en principe un objectif pour le coût de performance le plus stable possible. Alors, depuis début 2010, pour information, c'est une classe d'actifs qui collecte beaucoup. Pas nécessairement par rapport aux autres. Le thème depuis 1 an et demi, c'était une très forte décollecte des fonds monétaires pour globalement se reporter sur les fonds principalement obligataires, et d'ailleurs beaucoup les obligations émergentes et les obligations de crédit high yield, et puis également un petit peu sur d'autres classes d'actifs, les classes d'actifs d'allocation, tirées pendant très longtemps par Carmignac, les equity avec des flux qui sont assez irréguliers, et puis la classe alternative, donc qui est celle que je vous présente, qui tire un petit peu son épingle du jeu. Qui tire son épingle du jeu depuis 1 an et demi et qui tire
clairement son épingle du jeu depuis le début de l'année, puisqu'en réalité, à fin avril, c'est la classe d'actifs qui a le plus collecté en Europe dans l'univers des fonds ouverts, plus 13 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a un engouement qui se crée sur cette classe d'actifs. D'où la question, est-ce qu'il faut s'en réjouir, est-ce qu'il faut en avoir peur? Alors, déjà, un petit élément de réponse. J'ai mis ici les 20 plus gros fonds qu'on observe dans cet univers. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure qu'il y a un biais. Le plus gros, il fait 5 milliards d'euros. C'est pour ça que la moyenne était très supérieure à la médiane. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le nom des sociétés de gestion, certains, vous ne connaissez peut-être pas, mais la plupart, ce sont des très gros gérants. Donc, ce n'est pas un monde de boutique. Une grosse partie de l'univers, ce sont des gros gérants qu'on connaît très bien dans le monde de la gestion traditionnelle, qui se sont emparés de cet univers. JP Morgan, Amundi, Fidelity, BlackRock, c'est tous parmi les plus gros gérants dans le monde, et ils ont investi cet univers. Certains depuis très longtemps, d'ailleurs. En termes de performance, d'abord, le premier point que je voulais vous montrer, c'est extrêmement divers. Quand je vous dis que ce n'est pas une classe d'actifs cohérente, vous voyez, entre le profil de performance de l'emerging market, donc short equity, qui a une performance 2008 de moins 9%, plus 60 en 2009, une perte en 2010, et on va prendre par exemple le systematic future dont je parlais tout à l'heure, qui était positif en 2008, négatif en 2009, puis positif en 2010, ça n'a rien à voir. D'où l'intérêt d'avoir cet éventail du possible que je vous montrais tout à l'heure pour constituer des portefeuilles qui en principe ont un vrai espoir de rendement très régulier avec un risque maîtrisé. Alors, un petit exemple de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Il y en a beaucoup, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pense en l'occurrence que ceux qui ont sans doute le plus à gagner dans l'émergence de ces nouvelles techniques de gestion, ce sont les gérants, peut-être même les gérants diversifiés ou les gérants de fonds traditionnels. On connaît bien le monde de la gestion traditionnelle, on a beaucoup d'instruments. On avait fait une petite étude il y a quelques temps qui montrait que globalement, si on prend des fonds profilés, et c'est vrai quel que soit le profil, prudent, équilibre ou dynamique, l'allocation moyenne, elle change très peu. C'est un peu décevant, puisque beaucoup de gérants souvent vous vendent le fait qu'ils vont être très actifs, bien sûr, ils vont sortir des actions quand il faudra. C'est vrai pour certains, mais la plupart, ils conservent une allocation qui reste dans un range extrêmement fin. Et au final, ils ont tous des profils qui se ressemblent. La résultante, c'est que si vous avez tous la même allocation, il est probable que vous ayez une performance qui soit tous la même. Et donc, on a tous été un petit peu déçus de la performance en 2008, etc., etc. Et je pense que c'est la possibilité d'investir dans des fonds qui vont créer du rendement qui sera assez différent, avec des profils assez différents de ce qu'on connaît maintenant, c'est une vraie opportunité pour ces gérants. Et je vous montre un exemple. Prenons le fonds diversifié prudent, la partie droite, classique. Classiquement, il va avoir une allocation de 20% en actions, 45% obligataire et 35% monétaire. Je dis classiquement, c'est que ça correspond effectivement à la moyenne des allocations des fonds quand on regarde l'univers européen. Historiquement, depuis 1993, si on considère cette allocation, elle aurait généré une performance annualisée brute de l'ordre de 6%, un petit peu moins, 5,85, ce qui est pas mal. Une performance annualisée nette d'inflation de plus de 4%, ce qui est extraordinaire. Bon, on vient de vivre une période, c'est une petite aparté à mon avis qui est rêvée, qui ne se reproduira sans doute pas. Et vous voyez, en termes de risque, c'est une volatilité un peu inférieure à 5%. Une année, en 2008, une année quand même de baisse très forte, de moins 14%, donc ça ne protège pas d'être prudent. Et en revanche, une meilleure année qui peut être 20%. Remplaçons 15% de la partie monétaire par les investissements dans les CTA dont je vous expliquais de manière très simpliste le type de fonctionnement que c'est. Encore, les CTA sont les global macro qui investissent donc sur les classes d'actifs avec un mode de fonctionnement qui est très quantitatif ou très systématique. Vous voyez qu'en termes de performance, on augmente un petit peu l'espoir de performance, de l'ordre de 40 points de base. Ce n'est pas neutre sur une base annuelle, c'est important. Alors ce qui est intéressant, c'est que le risque, lui, ne bouge presque pas. La volatilité, elle reste à peu près la même, alors même que le CTA ou les systématiques futures sont beaucoup plus volatiles que le monétaire. Pourquoi ? C'est parce que le bénéfice de la décorrélation par rapport aux autres classes d'actifs dont je vous parlais tout à l'heure joue à plein et ça abaisse le risque global du portefeuille. Alors ce qui est intéressant, c'est un peu par hasard, mais vous voyez que donc, le risque exprimé sous terme de volatilité augmente très marginalement, mais en revanche, quand on regarde la ligne en dessous, qui s'appelle perte annuelle attendue, une année sur 20, bon, c'est pas autre chose que la VaR. Vous voyez que la VaR, en fait, elle diminue. Donc, quand on prend les risques extrêmes, en rajoutant une touche de CTA dans un portefeuille équilibré, on diminue en réalité le risque extrême du portefeuille. Les performances passées ne préjugent pas forcément le futur, vous savez tout ça. N'empêche que c'est intéressant et peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu plus que ça. C'est, je crois, une bonne opportunité pour tous les gérants traditionnels de rajouter des touches à leur piano. Et mine de rien, la musique serait bien triste si on n'avait que 4 ou 5 touches sur notre piano. La richesse vient de la diversité. Voilà.
Alors, en conclusion, pour un peu répondre à la question, j'espère que je vous ai montré une chose déjà, c'est que la gestion alternative, parfois c'est un peu mythique, on en a un peu peur, c'est pas magique. Ce sont des techniques de gestion particulières qui, globalement, s'appliquent aux classes d'actifs très traditionnelles. Alors, l'avantage, c'est que ça peut effectivement générer des rendements ou des profils de rendement risque qui sont assez différents de ce que vous auriez traditionnellement. Donc, dans le cadre d'une construction de portefeuille, c'est intéressant, parce que vous pouvez rajouter des briques qui vont vous rajouter quelque chose qui se comportera de manière différente. Malheureusement, et automatiquement, si vous avez un type de rendement différent, vous avez forcément une source de risque qui est différente. Et donc, il y a des risques qui sont assez spécifiques, dont il faut être conscient. Un, c'est le risque de liquidité. Un des moyens pour les hedge funds ou la gestion alternative de générer de la performance, c'est qu'ils investissent sur des instruments qui parfois sont moins liquides que la gestion traditionnelle. On connaît tous les malheurs que peuvent causer le risque de liquidité, il faut être très conscient. Le risque de spread encore, je l'ai montré tout à l'heure, souvent ils investissent en fait sur la différence entre deux actifs. Et ça, c'est très difficile à prévoir. On peut imaginer qu'on sait quelle sera la direction des actions à horizon 5 ans. Je ne le sais pas, mais on peut imaginer qu'on sache. Mais savoir quelle sera, au-delà de la direction des actions, le comportement d'un titre par rapport à un autre, c'est extrêmement compliqué. Et ils peuvent se comporter parfois de manière assez anormale, ce qui peut entraîner des performances qui sont un peu particulières. Donc ça, c'est un risque qui est très particulier et qui est assez spécifique à la gestion alternative. Le risque opérationnel. Certains de ces fonds traitent des instruments qui, eux, pour le coup, sont très compliqués, avec des techniques de gestion qui sont très compliquées également, et dans les structures juridiques qui, parfois, sont des montages un peu compliqués. De fait, ça entraîne un risque opérationnel qui est réel. Le fait que les très grosses maisons soient emparées de cette gestion, pour moi, est plutôt une bonne chose. Je pense que ça limite en partie importante le risque opérationnel pour les investisseurs. Et enfin, il y a un dernier risque qui est plutôt d'ordre personnel ou individuel, c'est que, comme c'est très difficile à prévoir, on peut juste être très déçu et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi parce qu'on ne savait pas finalement à quoi s'attendre. On se dit, bah, globalement, ça devrait faire un peu de choses près que la performance des marchés actions, et bah, patatras, les actions montent et votre fonds il baisse. Donc il y a un vrai risque, qui est un risque de déception, parce que ce sont des stratégies qui sont très difficiles à prévoir. Même les plus grands spécialistes en gestion alternative ont beaucoup de mal à vous dire est-ce que les gestions alternatives dans les 6 prochains mois va bien marcher, va mal marcher. Parce que vous avez vu, ce sont des drivers de la performance qui sont assez différents de ce qu'on voit habituellement. Et donc la réponse à la question, est-ce que c'est une bonne chose, sa démocratisation? Je pense que oui, parce que ça donne vraiment plus de choix aux investisseurs, notamment aux gérants diversifiés, etc. Je pense que c'est une bonne chose. Cela étant, moi je ne départirai pas mon principe d'investissement numéro 1. Si on ne comprend pas, on n'investit pas. Donc ça c'est le conseil que je donne à tout le monde, que vous soyez investisseur particulier, que vous soyez conseiller, que vous soyez investisseur institutionnel. Si vous ne comprenez pas, n'investissez pas et ça vous évitera de gros soucis. Ou alors, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui comprend, comme un consultant par exemple, mais ça, bien sûr, c'est... Voilà, Bravo Vianney. Merci d'avoir communiqué autant d'informations dans un format de temps aussi étroit. Je sais que tu es capable de développer beaucoup plus longtemps. On garde quelques minutes pour des questions. Donc c'est le moment. J'avais une petite question, Vianney. Il y a une démocratisation de la gestion alternative à travers des fonds, tu les évoquais, ces New Seeds. Il y a aussi une démocratisation de certaines pratiques, entre guillemets, alternatives, qui, il y a encore 5 ou 10 ans, étaient réservées à des fonds alternatifs qui rentrent dans des fonds, entre guillemets, de bons pères de famille, comme des stratégies de couverture. Et ça se banalise. Et là aussi, moi, personnellement, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose que les gérants aient des outils supplémentaires. Ton analyse ? Bon, clairement, elle est la même que la tienne. Je pense que tout ce qui concourt à offrir un choix plus large à l'investisseur est important. La possibilité de couvrir, ça offre aussi la possibilité aux gérants d'être plus actifs. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a reproché à beaucoup de gérants pendant la crise, c'est de manquer un peu d'activité. C'est plus facile finalement de se couvrir pour changer rapidement l'exposition de son portefeuille que de vendre la moitié des titres. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Encore une fois, la difficulté, c'est de s'assurer que le gérant qui met en place des techniques de gestion qui sont un peu particulières communique bien à l'investisseur le résultat en matière de comportement en attente du fonds. La déception, elle vient souvent du fait qu'on ne sait pas très bien ce dans quoi on investit. La performance peut être très bonne, mais c'est juste comme on ne savait pas ce à quoi on s'attend, on ne sait plus si on doit être content, si on doit être déçu par la suite. Toujours le souci de la transparence. Je trouve le tableau que vous avez présenté sur les principaux fonds, les plus gros fonds européens, tout à fait étonnant, parce que ce sont effectivement que des grands noms.
Or, c'est exactement l'inverse aux États-Unis, ou disons plutôt en offshore, où tous les grands fonds sont des fonds complètement indépendants des grandes institutions. Comment est-ce que vous expliquez cette différence donc, entre l'Europe et le monde offshore, et comment vous voyez l'évolution de l'univers européen? Alors, il y a plusieurs parties dans votre question. Clairement, le monde du hedge fund offshore traditionnel s'est créé de manière un peu plus, sur une base un peu boutique. Parce que la gestion alternative, c'est vraiment une question de talent du gérant, c'est très intuitu personné. Et donc, ce sont des gérants qui pensaient avoir du talent, qui ont créé leur boutique et qui ne venaient pas nécessairement du monde de la gestion traditionnelle. Donc, vous avez raison. Cela étant, on ne sait peut-être pas, mais BlackRock gère quelque chose comme 120 milliards de dollars dans le monde en gestion alternative. Les très gros gérants d'actifs sont en général également de très gros gérants dans le monde de la gestion alternative. Mais, cela étant, vous avez raison. Alors je pense que c'est le travail intellectuel pour un gérant traditionnel de passer dans un cadre réglementaire qu'il connaît bien, qui est le UCITS, dans un monde qui est contraint, les contraintes réglementaires, qu'il connaît bien parce que c'est ce qu'il fait dans sa gestion traditionnelle, pour passer dans un monde, encore une fois, qui est celui-ci dans gestion alternative, est plus facile à faire que pour les gérants de hedge fund qui ont vécu 20 ans un peu sur une base de je fais ce que je veux, je vous donne l'information que je veux et allez vous faire si vous n'êtes pas content. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Pour eux, le travail intellectuel est plus compliqué de rentrer dans un cadre contraint. Je pense que c'est ce qui explique le fait qu'on voit beaucoup des gérants traditionnels venir vers la gestion alternative régulée, si vous voulez, alors que le mouvement inverse est un petit peu plus lent. Mais ça commence. Hein. Certains des gros noms du hedge fund viennent aujourd'hui proposer une offre qui est crédible. En fait, beaucoup des UCITS, des fonds UCITS alternatifs, sont des répliques des fonds offshore. Ce n'est pas vraiment des nouveaux, c'est simplement la même chose avec les limitations induites par les UCITS. C'est vrai, pas des créations. Tout à fait. C'est ce que je montrais tout à l'heure dans le graphe. Il y a beaucoup en fait des fonds qui existaient dans le format offshore. Alors, il faut juste être prudent, vous l'avez dit vous-même, qui doivent être adaptés parfois. Et la performance peut être très différente du fait des contraintes liées à l'adaptation, à la réglementation. Mais c'est vrai. Cela étant, il y a des créations de fonds et de techniques qui existent aussi dans cet univers. Juste un mot. En 2000-2001, au moment du crack techno, la gestion alternative a stupéfait le monde de la gestion en ayant des surperformances extraordinaires. Ça n'a pas été le cas en 2008. Non. Et vous n'avez pas évoqué le terme d'effet de levier. Est-ce que finalement aujourd'hui la gestion alternative n'a pas un petit peu déçu ces derniers mois et ne s'est pas finalement comporté un peu comme le reste de la gestion et plus tellement alternative? C'est une bonne question. Alors, le terme, vous avez raison, je n'ai pas employé le terme de levier, j'aurais pu. Clairement, c'est une des particularités de la gestion alternative. Je parlais des spreads tout à l'heure. Vous voyez que quand des mouvements de marché très importants, on peut effectivement capter les différences entre deux actifs. Parfois, ces différences sont minimes, et si on joue que sur cette différence, on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Un moyen d'en gagner plus, c'est de leverager sa position pour au final faire que le spread, on gagne plus d'argent. Vous avez raison, c'est une des techniques employées par la gestion alternative au sens large pour générer de la performance. Alors, pour moi, le sort de la gestion alternative, le constat qu'on peut en faire, il est assez proche de celui que je ferais sur l'ensemble de la gestion traditionnelle pendant ces deux crises. 2001-2002, ça a été l'émergence de toutes les petites sociétés de gestion de type deep value, small cap, l'émergence de grands noms, Marc Renault, etc., qui, alors même qu'eux, ils investissaient de manière directionnelle, pendant que les marchés se cassaient la figure, certains avaient une performance quasiment positive, ou en tout cas qui était extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait un biais sectoriel très fort dans la crise. Si on n'était pas dans les secteurs qui se cassaient la figure, le reste, finalement, ça ne sortait pas si mal. C'était une crise action, principalement. Donc les gérants actions qui étaient au cœur du phénomène, ils ont bien lu la crise. Et c'était vrai pour les hedge funds, que vous étiez long, short ou long, c'était finalement la même chose. En 2008, très différent. Les gérants actions, globalement, je suis désolé si certains dans la salle ont le sentiment qu'ils ont très bien vu la crise, mais globalement, en 2008, les gérants n'ont pas compris cette crise. Je me souviens d'un grand gérant action, dont je viens de citer le nom, je ne le citerai pas qui venait me voir, enfin c'était Marc Renault, qui venait de créer Mandarine. On l'a vu en janvier 2008. Il vient me voir et il nous dit « c'est une période bénie pour créer un fonds action. Là, je fais mon marché, c'est vraiment pas cher, c'est extraordinaire. » En janvier 2008. Donc les marchés sont devenus de moins en moins chers. Et beaucoup de gérants actions ont accompagné la crise en disant « oh là, hier, c'était pas cher, mais alors là, c'est encore moins cher. Et demain, c'est encore moins cher, etc. » Les gérants alternatifs ont été la même chose. Je trouve qu'ils ont, pour certains, manqué de réactivité également.
c'est un peu ce qu'ils vendent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent des frais élevés. C'est qu'ils disent, bon, moi, je peux être exposé de manière directionnelle au marché, mais bien évidemment, je serai le premier à changer ma position et je pourrai même me mettre dans l'autre sens quand il faudra. Certains l'ont fait, d'autres l'ont moins fait. Il y a un biais, j'allais dire humain, qui est vrai pour toutes les gestions, c'est que quand vous devenez trop gros, vous gérez beaucoup d'actifs qui vous rapportent beaucoup d'argent. Parfois, votre objectif passe un peu de générer la performance à conserver mon revenu. Et ça a été le biais de certains des gros fonds de la gestion alternative aussi, quoi. Après, il y a eu d'autres soucis, liquidité, etc., que j'ai mentionnés. Vous avez raison. Et depuis 2-3 ans, la performance est très monotone, un peu décevante, je suis d'accord avec vous. C'est des types de marchés qui sont compliqués. En même temps, le risque a beaucoup diminué. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, je ne sais pas si la performance va être extraordinaire dans les 2 prochaines années. Le risque est beaucoup plus faible que ce qu'il était. Je pense que c'est une bonne option d'achat, si vous voulez, à une reprise d'un comportement un peu différent de la gestion alternative. Merci. Et ça sera le mot de la fin. On va faire un break, un petit quart d'heure. Alors, merci Lionel.